Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et suivre la crise déclenchée par la chute de la Silicon Valley Bank ces derniers jours. Nous en parlons ce soir avec Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien Nebenzal d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes administrateur d'Advise et Edmund Ching avec nous également ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Edmund, comme je le disais avec les invités qui étaient à votre place à la mi-journée, quand on a vécu et survécu à la grande crise financière, dans un contexte de resserrement monétaire historique, il n'y a pas de petite crise bancaire. C'est un sujet de vigilance majeur pour tous les investisseurs qui ont vu leur rythme cardiaque remonter nettement depuis la semaine dernière. Edmund, quels sont les éléments là qui guident votre réflexion en tant que directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management et comment on évalue à ce stade le risque de contagion au-delà du secteur des banques régionales américaines et les conséquences potentielles de cette crise pour l'économie réelle? Mais normalement, le risque de contagion dépend des effets psychologiques, surtout sur les consommateurs, sur les ménages américains. Et malheureusement, c'est quand même un effet qui est difficile à prévoir. Parce que c'est psychologique et ce n'est pas du tout économique. Je pense que la Réserve fédérale a déjà fait plus qu'il fallait faire. Donc, il fait quand même pas mal de choses. Moi, je pense qu'on parle on dit en anglais moral hazard. C'est vraiment une question. Est-ce qu'ils ont trop fait? Bon, c'est une bonne question, mais au moins, on peut dire qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, au minimum, pour garantir les dépositaires de Silicon Valley Bank et les autres banques, les dépositaires dans les autres banques régionales. Mais est-ce que ça suffit ou pas? Là, c'est la bonne question. Le marché aujourd'hui suppose que oui, à voir. À voir dans les prochains jours. S'il n'y a pas d'effet de contagion, si les ménages, parce qu'on voit déjà que les dépositeurs bougent vers JP Morgan Chase, vers toutes les grandes banques. Donc, quel effet sur les petites banques? Ça, c'est la grande question. Ouais. En principe, ce devrait être possible de faire ça, mais à voir. À voir s'il n'y a pas de vrais effets plus long terme, surtout sur les conditions de crédit, qui va, et effectivement, on est sûr qu'ils vont resserrer encore plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui va, pour moi, provoquer une récession modeste, c'est sûr et certain, aux États-Unis avant la fin de l'année. Il ne faut pas minorer, parce que le problème, Edmund, c'est que là, on découvre des noms de banques régionales américaines qu'on n'a jamais entendus de notre vie. À commencer par Silicon Valley Bank, que j'ai découvert comme beaucoup il y a quelques jours seulement. Il ne faut pas minorer l'importance de ce tissu des banques régionales américaines dans le fonctionnement de l'économie réelle et de la distribution de crédit. Bien sûr, c'est évident. Mais le problème, ça devient maintenant une question psychologique. Et là, honnêtement, moi, j'ai un diplôme dans la psychologie, mais ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Prévoir ce qu'ils vont faire, le peuple américain. Est-ce qu'ils vont rester chez les banques régionales ou est-ce qu'ils vont retirer tout leur argent? Et c'est une vraie question parce que, par exemple, les fonds monétaires, on a un rendement de quasiment 4,7% en ce moment. Donc, pourquoi rester chez une banque régionale quand on peut quand même investir dans les fonds monétaires à 4,7% et on est tranquille? Sur la réponse des autorités américaines, vous le dites, pour l'instant, la Fed a fait plus que nécessaire, même peut-être, Edmund. Potentiellement. Ils ont choisi un schéma, alors qui n'est pas le schéma de on laisse tomber tout le monde, type Lehman. Je crois que tout le monde a été vacciné par rapport à ça. Non, mais c'est déjà un premier renseignement, quand même. Exact. Et ils n'ont pas été non plus dans l'idée du bail-out général où on sauve les déposants, les actionnaires, les créanciers et les patrons de la banque. C'est pas ce schéma-là non plus qui a été choisi. Je pense que les patrons de la banque, ça va quand même. Ils ont bien gagné leur vie entre-temps. On va pas mais c'est vrai pour les actionnaires et pour les déteneurs des obligations, des obligations d'entreprise, c'est primordial qu'ils perdent de l'argent. C'est comme ça fonctionnent les marchés. Voilà. C'est normal. Oui. Donc il y a quand même l'idée qu'il faut une sanction aussi. Ah oui. Et que c'est le coup près du capitalisme. Quand tout va bien, on est prêt à recevoir les dividendes et les profits. Mais désolé, mais quand les choses ne vont pas bien, il faut souffrir aussi. Ça fait partie du jeu.
Du point de vue de la Fed, qu'est-ce que ça change, Edmund? On vient d'un monde, il y a encore quelques jours, où Jérôme Powell lui-même plaidait la possibilité d'un taux terminal plus élevé et même d'un retour à un rythme de hausse de taux de 50 points de base dans la perspective de la prochaine réunion de politique monétaire le 22 mars. Aujourd'hui, alors il y a quelques brokers qui se distinguent, mais je cite l'exemple de Nomura, non consensuel, qui nous dit ce sera pas une hausse de taux, ni même un statu quo la semaine prochaine. Ce sera une baisse de 25 points de base. Ouais, là, je pense qu'ils exagèrent un peu quand même. Le marketing est un peu trop c'est marketing, pushy. Voilà, mais cela dit... Non, mais ça montre bien que le changement a été quand même oui, radical. le changement est quand même radical. On voit ça dans les obligations souveraines à 2 ans. Ouais. On a passé de 5-10, combien aujourd'hui? On a passé à 4, et maintenant on est à 4,30. Donc on a quand même baissé de 0,8% en 2-3 jours. C'est quand même une volatilité énorme qu'on n'a quasiment jamais vue à l'histoire. Donc là... Donc il y a des chances que la trajectoire de la politique monétaire soit différente. Oui, mais aussi, c'est pas que le taux d'intérêt. Il faut parler aussi de la réduction de bilan. Pour moi, c'est fini. Le quantitative tightening, vous êtes d'accord avec Nomura, alors Nomura, ils disent ce point-là, QT, c'est stop, au moins divisé par 2, quoi. Ouais, c'est compliqué de continuer avec cette politique au moment que on sait bien que des choses qui se cassent. En ce moment, on dit toujours que normalement la Réserve fédérale resserre le taux jusqu'au moment qu'il y ait quelque chose qui se casse. Mais bon, voilà, quelque chose s'est cassé. Est-ce que, alors, whatever it takes until something breaks, est-ce que c'est suffisant effectivement pour changer la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine? Vos éléments de réflexion là sur ce qu'on vit depuis quelques jours sur les marchés. Déjà, effectivement, on a potentiellement une crise bancaire, donc ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les questions, le manque d'oxygène, le manque qu'il n'y ait plus de sang dans les artères. Donc là, la Fed arrose, elle protège les déposants. Elle s'assure qu'il y a une continuité du système bancaire, ça c'est très important, et je pense que là c'est fait à peu près. Maintenant, il y a des dommages collatéraux immédiats, il y a quand même des actionnaires de cette banque qui ont perdu de l'argent et des obligataires, donc il peut y avoir des trucs qui vont refaire surface dans les 2 prochaines semaines. Tiens, au fait, on avait une exposition à ces gens-là. Ah bon, vraiment? Même peut-être des banques européennes, on ne sait jamais. Vous vous souvenez, à l'époque des subprimes, des banques qu'on croyait complètement immunisées contre tout ça, finalement, ça ressurgissait de manière un petit peu des fonds de la cave. Mais ah oui, en fait, tiens, bon. Donc, il peut y avoir des effets, des gens qui vont dire que dans les 2 prochaines semaines, finalement, on a une petite paume sur ce truc. Ah oui, bon. La troisième chose, c'est que effectivement, il y a ces mouvements de tectonique des plaques, les clients qui vont retirer leurs actifs de ces banques-là pour aller vers les grandes banques. Bon, à la limite, pourquoi pas, ça ne va pas forcément bouleverser l'économie américaine, mais quand même, il faut faire attention à ça. Et puis, il y a les impacts à plus long terme. C'est moi ce qui m'inquiète plus, c'est-à-dire, là, on est dans un mode remontée des niveaux de risque. Donc, les banques vont moins prêter, ou elles vont faire plus attention. Or, là, on est déjà dans un ralentissement économique tiré par les taux. Et le risque, en fait, c'est que, certes, on a remis de l'oxygène tout de suite, mais que l'oxygène de long terme, c'est-à-dire la distribution de crédit, soit plus stricte, plus restreinte. Et c'est ça qui pourrait finalement ralentir l'activité et peut-être aussi le consommateur qui est plus prudent. Ça reste à voir. C'est pour ça que je pense que... Et en même temps, tout ce que cherche à obtenir la Réserve fédérale américaine, c'est un resserrement des conditions financières, un resserrement des conditions de crédit et de la distribution de crédit. Là, c'est une crise bancaire qui va lui offrir finalement cette victoire d'une certaine manière. Et en même temps, on voit que l'inflation, elle est encore toujours là. Hein. Oui. Attention. Donc, moi, je pense plutôt que la semaine prochaine, la Fed pourrait décider de temporiser, peut-être de ne pas monter ses taux, peut-être que de 25 points de base, en tout cas en disant, attention... Hein, 25, c'est ce qu'on avait tous en tête il y a 15 jours, 3 semaines, avant que Jérôme Powell lui-même nous dise « Ah, c'est encore trop chaud ». Ou si elle ne les monte pas, elle va dire, voilà... On attend de voir ce qui se passe, mais on est toujours prêt à les monter, parce que, attention, l'inflation, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et je crois plutôt qu'elle va plutôt agir du côté du tightening, c'est-à-dire faire en sorte que, justement, les banques, en fait, on ne veut pas qu'elles arrêtent de prêter. Ça ne les dérange pas qu'ils prêtent à des taux élevés, non. Mais en revanche, il ne faut pas tout d'un coup, le flux de prêts, s'il se réduisait fortement, là, ça serait gênant. Donc, je pense qu'ils seront plus souples sur la question du tightening que sur la question des taux. Parce que l'inflation est quand même là et il n'est pas question de laisser déraper la chose. Voilà, maintenant, après, est-ce que c'est un élément mineur ou majeur? J'ai quand même tendance à penser que ces éléments-là vont faire que les banques prêteront moins ou seront plus strictes, où tous les projets passeront. Déjà, la hausse des taux freine certains projets, mais là, on peut s'attendre à plus de rigueur. Et puis, sur les marchés, tout ce qui est hedge fund ou autre, on peut penser aussi que les banques vont, vu la volatilité ambiante, il y aura certainement des lignes de crédit qui vont un petit peu se resserrer.
Donc on peut attendre un petit peu moins de... Voilà. Restriction des conditions financières. Un peu moins bullish, quoi. Ouais, je comprends. Non, on va en venir sur les enjeux de marché. Julien, votre lecture, il y a beaucoup de psychologie dans une crise bancaire. Là, on a des phénomènes de bank run, quand même, qu'on n'avait pas vu à ce point-là, en tout cas depuis 2008. Ce qui frappe, c'est qu'aujourd'hui, un bank run, ça prend 44 heures dans le cas de SVB, avec l'effet réseau qu'on n'avait pas à ce point en 2008. En 44 heures, c'est plié. Online bank run. Ouais. Voilà, le bank run en ligne. Et d'ailleurs, l'analogie avec 2008, parce que je ne connaissais pas la banque non plus vendredi, moi, je n'avais jamais entendu parler, mais ce n'est pas mon métier non plus de connaître ce type d'activité. Mais je me suis dit, vendredi, c'est quand même problématique, parce que ça veut dire que des gens qui financent l'écosystème de la technologie américaine, de la Silicon Valley, ça veut dire que derrière, il y a des entreprises qui ne marchent pas si bien que ça, etc. Et la cynique, très bonne nouvelle pour moi de lundi matin, c'est que c'était tout simplement des gens qui avaient, avec des ressources courtes, bien connues, étaient obligés évidemment d'aller sur des actifs longs, c'est le métier de banquier, mais avaient choisi d'investir dans l'actif qui était signalé depuis un an comme celui qui allait baisser. C'est les obligations américaines. Je crois que personne n'a dit pendant un an que les obligations américaines allaient monter. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu sur les plateaux, dans des papiers, etc., que des gens pensent que les taux montent plus ou moins vite, donc les obligations baissent plus ou moins vite, ça bien sûr, c'est l'enjeu. Mais de voir qu'en fait, la cause de ça, c'était ce mauvais placement, c'était donc, et je le dis cyniquement, une bonne nouvelle. J'entends. C'est une bonne nouvelle. C'est juste une question banale de mauvaise gestion du risque dans le cas d'une banque qui avait oublié ce que c'était que l'un des principaux métiers de banquier, qui est quand même de gérer un risque de taux, un risque de duration, et pas juste d'encaisser les dépôts de ses clients, quoi. Peut-être que c'est ça, mais je prendrais, pour d'ailleurs vos téléspectateurs, auditeurs de podcasts qui ne connaissent pas, je citerai le sketch anglais de John Bird et John Fortune en 2008 sur la crise financière. On le trouve sur les plateformes de vidéo. Comment ils arrivent à montrer que des gens extrêmement sophistiqués à Wall Street avaient construit une immense bulle autour de prêts hypothécaires qui, en fait, n'avaient aucune garantie derrière et qui a abouti à la crise financière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des raisonnements très sophistiqués et aboutir à ça. Là, le raisonnement, à mon avis, il n'est pas très sophistiqué, vu de très très loin. Le raisonnement, c'est simplement de dire comment est-ce qu'on va créer un peu de marge de profit ici ou là. En se disant qu'on ne prend pas un risque si élevé que ça, est-ce qu'on pourra nous le reprocher? Donc ça, certainement qu'on peut le leur reprocher. Mais, et pour reprendre tout à l'heure sur l'aléa morale, la décision du collectif américain, et d'abord, je pense qu'il n'y en avait pas d'autre possible, en ce qui me concerne. De couvrir l'ensemble des dépôts? Moi, je pense qu'il fallait le faire tout de suite, immédiatement. Ouais. Si je mets la situation inverse... On aurait pu dire on ne couvre pas jusqu'à 100% non plus, oui. Pour des dépositaires, des déposants qui ont concentré tous leurs dépôts dans la même banque en oubliant là aussi des bonnes pratiques de diversification. Oui, pour rappeler la logique de diversification. Mais je suis un peu sévère, volontairement. Ils sont pédagogues, mais pas jusque-là. Voilà. Ouais. Non, je pense qu'il y a une autre décision. Évidemment, on peut être dans la nuance, mais une décision, par exemple, faire très peu de choses, c'était pas possible. C'était juste pas possible. Donc ça, c'est probablement un bon élément. Maintenant, sur ce que ça veut dire sur les marchés financiers, parce que c'est ça qui m'intéresse un peu plus, c'est que il y a encore une semaine ou deux, on cherchait ce qui pouvait déclencher une forme de correction ou de consolidation qui permettrait de revenir à bon compte, comme le veut l'expression, sur les marchés d'actions. L'événement est là. Voilà. Donc on attendait, on ne savait pas, il est là. Alors, on avait le choix, c'est la guerre, l'Ukraine, le Taïwan, le détroit d'Ormuz, enfin bon, on a beaucoup de choses. On peut avoir des raisons climatiques, le Covid, d'autres choses qui auraient pu se produire. Là, on a rappelé à l'esprit des gens la crise financière. C'est pour ça qu'on en parle. C'est simplement un petit rappel. Je viens de dire qu'à mon avis, ça n'est pas tout à fait lié à la crise de 2008. Enfin, pour moi, c'est assez distinct. Mais ça, quand même, ça réveille beaucoup de choses. Et qui incite très logiquement à une grande prudence. C'est-à-dire que ce fameux achat à bon compte qui devait se produire s'il y avait correction, comme toujours, lorsqu'il y a correction, il y a de bonnes raisons d'être finalement beaucoup plus prudent que ce qui était prévu. Si on part du principe pas du principe, de la réalité que le marché était extrêmement protégé il y a 10 jours encore, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un retour de la confiance des investisseurs, il y avait encore des volatilités implicites élevées, des ratios d'options qui ne montraient pas de complaisance, et finalement un discours qui devenait positif mais sans enthousiasme, c'est-à-dire on aimerait bien re-rentrer dans ce marché s'il baissait, alors la correction est
tout à fait modérée. Mmh. C'est ce qui est en train de se passer. Oui. Et comme le marché n'a pas pu reprendre de risques compte tenu de ce que je viens de dire, puisqu'il faut rester prudent, je ne pense pas que la crise va se développer beaucoup. Alors je ne suis pas un spécialiste du monde bancaire, mais moi, ma lecture, c'est que c'est presque extrêmement logique d'avoir ce genre d'événement maintenant, parce qu'il faut apprendre à reconstruire une histoire haussière depuis le point bas qui a été fait en octobre sur les marchés d'actions. Et pour le reconstruire, il faut de nouvelles histoires, avec des nouveaux paris, des nouvelles approches, nouveaux angles d'attaque véritablement pour des gens qui manient des capitaux. Là, il y en a. C'est faites vos jeux, vous avez devant vous. Il y a une redistribution de la donne. Plus qu'un changement de donne, c'est une redistribution des cartes pour vous là. Oui, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce qui a motivé les 25% de hausse qui sont derrière nous. On parle maintenant d'autre chose. Ouais, je comprends. On parle du phénomène bancaire. On n'en est même plus au phénomène monétaire. Et d'ailleurs, on était tout à fait... Presque la communauté essayait de se convaincre que la hausse de taux n'était pas terminée, cette fameuse normalisation. Enfin, moi, j'appelle une normalisation. En fait, maintenant, ça s'est renversé puisque certains anticipent même une baisse de taux. Donc, on voit bien qu'on parle d'autre chose. On a changé. Alors, pour reprendre une expression d'il y a quelques mois, le marché a pivoté. Il vient de changer de sujet. Et c'est donc une nouvelle histoire qui va s'écrire pendant quelques mois. Elle sera, autant je ne suis pas très inquiet, autant je dois reconnaître qu'elle devrait être un petit peu chaotique. Voilà. Ce ne sera forcément pas évident à lire. Oui, on sent qu'on n'est pas dans un processus tout à fait linéaire, que ce soit du point de vue de l'inflation ou de la désinflation, et du point de vue de la dynamique des marchés également. Edmund, vos réflexions sur la logique de marché, est-ce qu'elle a changé un peu, beaucoup, la logique d'investissement? Et puis encore un mot quand même, comment on se rassure sur l'idée qu'une crise bancaire qui touche des secteurs très spécifiques du système bancaire américain ne va pas sauter l'Atlantique et se retrouver en Europe, au Japon ou ailleurs? Bon. Désolé, c'était pas le bon jour pour venir. Effectivement, la question se pose sur, pour moi, les autres marchés, surtout aux États-Unis. Par exemple, le marché d'immobilier commercial aux États-Unis. On a beaucoup d'immobilier commercial, les prix baissent, il y a beaucoup d'endettement. Est-ce qu'on aura des faillites ou des défauts en termes des obligations de ces sociétés et de ces fonds? Parce qu'à ce moment-là, on peut avoir un problème beaucoup plus grave. Pour l'instant, ça reste limité. Mais est-ce que ça va continuer à rester limité? C'est ça la grande question aux États-Unis. Pour l'instant, je ne vois pas de risque de contagion en Europe et au Japon. Je comprends. Si on parle que du Silicon Valley Bank et les financements des startups technologiques. Mais si on commence à parler du marché d'immobilier commercial, qui est quand même un énorme marché, avec beaucoup d'endettement, là, on peut avoir des effets, ne pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. Donc c'est à travers l'immobilier commercial américain qu'il y a un risque de diffusion globale de ce stress et de ce déclencheur qu'a été la crise SVB. Parce que c'est un marché beaucoup plus important là-bas, mais aussi en Europe. Ouais. Donc pour l'instant, ça va. Mais est-ce que ces marchés vont rester calmes ou pas? Là, on ne sait pas. On sait pas encore. Moi, je suis optimiste. Je pense que oui, mais on ne peut pas être sûr à ce moment-là. Quel va être, selon vous, comment on peut imaginer la nature du discours de Jérôme Powell la semaine prochaine, entre, encore une fois, l'inflation qui était l'objectif impérieux il y a encore une semaine, et ce risque pour la stabilité financière avec des conséquences potentielles sur des marchés beaucoup plus importants que la tech californienne? Je pense que peut-être la solution, c'est quand même de remonter le taux direct de 25 points de base. Parce que c'est vrai que le taux d'inflation sous-jacent reste quand même un peu trop élevé, comme en Europe. Mais en même temps, de dire, pour la réduction de bilan, attention, peut-être on se calme. Parce qu'on a les deux. Je comprends. On a le resserrement du bilan et le resserrement de la politique monétaire avec les taux d'intérêt. Ouais. Donc peut-être on continue de remonter le taux d'intérêt à 25 points de base pour dire, c'est pas fini, c'est pas terminé, mais en même temps, pour aider les banques, pour aider le système financier, de dire, OK, avec la réduction de bilan, on peut être flexible. On va être flexible. Voilà. Pour la BCE cette semaine, alors pas de bol, la BCE se réunit avant la Fed,
pas de bol sur l'agenda. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Parce que là, il va falloir prendre la décision jeudi. Non, c'est quasiment sûr qu'ils vont faire un demi-point de plus. Ils D'accord. vont augmenter un demi-point de plus parce que, malgré le fait que pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur en Europe parce que D'accord. je trouve que si on regarde les sources d'inflation... Mais ce sera une double erreur de faire 25 au lieu de 50, du coup. Comment Ce serait une double erreur pour. Ouais. C'est-à-dire qu'elle trahirait sa mais- promesse. Et, bon. Mais voilà, je sais que les taux d'inflation restent très élevés en Europe, Bah. mais si on regarde les deux sources sont la crise énergétique, qui est en train de disparaître, et aussi le goulet d'étranglement, aussi en train de disparaître dans les prix des biens. Donc, s'ils disparaissent, la seule source d'inflation qui reste, c'est bien sûr les augmentations de salaire, mais bon, en Europe, on a beaucoup moins d'augmentations de salaire qu'aux États-Unis. Le vrai problème reste quand même au Royaume-Uni et aux États-Unis pour les salaires et pas en Europe continentale pour l'instant. Oui, sur la BCE, elle va faire l'erreur de 50 points de base cette semaine, Alain, vous dites ça? Dans les 50, c'est plié, elle l'a dit, elle le fera. Oh, mais attends, ouais. Non. Nous avons l'intention en juin dernier, pour le lift-off des taux, nous avons l'intention de commencer avec 25 points de base. 15 jours après, c'était 50. Hein. Elle serait derrière la Ah Fed, bah, à la désolé, rigueur, mais- que peut-être elle pourrait mettre Bon. de l'eau en son vin, mais dans les 50, elle va les faire, ça j'en suis assez convaincu. Bon, rappelons aussi que la question des banques américaines, ce qu'on a vu, c'est que les banques régionales n'étaient pas réglementées de la même façon que les banques de grande taille. En Europe, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, bon, même si on n'a pas tout l'écosystème tech, la probabilité qu'une banque européenne soit assujettie à ce genre de difficultés est beaucoup plus faible. Donc, je dirais à ce stade, en tout cas, par rapport à ce que la BCE a dit dans les dernières semaines, les événements américains sont suffisamment lointains, en tout cas pas assez prégnants pour que ça change quoi que ce soit à la BCE. D'autant plus qu'en Europe, contrairement aux États-Unis, peu de gens ont des portefeuilles boursiers. Donc les turbulences sur le portefeuille, c'est pas ça qui impacte la consommation, alors qu'aux États-Unis, ça peut être un sujet. Donc là, oui, elle va les monter de 50 points de base. Et puis après, je pense qu'elle fera comme la Fed, ça dira, bon, on va voir ce qui se passe, blablabla, mais bon, a priori, ça me paraît pas... Bon, c'est un non-sujet, a priori. Mais effectivement, juste par rapport à l'euro-dollar, on peut penser que comme la BCE va rester assez ferme, tandis que le dollar pourrait... Enfin, que les États-Unis pourraient être un petit peu plus souple, ça devrait normalement favoriser une vigueur de l'euro dans les prochaines semaines. Et sur le risque de diffusion de cette crise bancaire régionale américaine à un secteur bancaire européen ou japonais, hein, je cite l'exemple japonais parce que les banques japonaises ont été un peu sous pression ces dernières heures et ces derniers jours. La BOJ est intervenue sur le marché equity au Japon. Voilà, c'est business as usual, hein, mais bon. Il y a un effet de halo, évidemment. Dans les banques japonaises, le risque de taux, il est dans la tête de tout le monde. Hein. Maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est plus à moyen terme, mais la difficulté, c'est que les taux ont monté. Et pour l'instant, on voit que sur l'inflation et tous ces facteurs-là, ça met du temps à freiner. Donc là où les hausses de salaire, ça prendra du temps, notamment aux États-Unis. En Europe, la vraie question, c'est est-ce que l'emploi va être toujours aussi tendu? Parce que c'est un des éléments qui tire l'inflation. Au-delà de certains pays type Belgique où il y a des indexations automatiques, donc là, ça finira par reculer. Mais la difficulté au niveau des taux, c'est qu'il y a certains éléments de la hausse des taux qui vont prendre du temps. Et ce qui est certain, c'est quand des projets sont plus chers, quand votre emprunt est à 3,5, 4 au lieu d'être à 1, forcément le prix n'est pas le même. Donc vous retardez vos projets. Pour les foncières, vous avez un endettement qui est un peu plus difficile à maîtriser, donc vous calmez le jeu forcément. Donc ça va se traduire par beaucoup moins de construction neuve, on le voit, moins de logements. Et là, c'est une activité économique qui va forcément ralentir. Ça, c'est quasiment certain. Et d'ailleurs aux États-Unis, en Europe et en Chine en même temps. Donc ça, c'est un ralentissement qui est inéluctable, en fait. Donc derrière se pose la question, pour tous les acteurs de ces secteurs-là, quand l'oxygène va baisser, mais ça pour des raisons tout à fait logiques, quid de ces secteurs? Et ça, c'est plutôt un deuxième semestre. Donc il faut faire attention aux effets, je dirais, de long terme de la hausse des taux qu'on n'a pas encore complètement. Non, là, ce sont les premiers craquements. Hein. Alors, on a vu dans un laboratoire un peu concentré qu'est le Royaume-Uni, la crise des LDI en octobre qui a été explosive, mais finalement très concentrée sur les actifs britanniques. Voilà, et donc les craquements se suivent maintenant sur le marché américain. Qu'est-ce que ça change en termes de schéma de marché, Julien? Je me tourne à nouveau vers vous. Vous disiez tout à l'heure, voilà, sans doute que ce n'est pas une année linéaire. L'année a commencé en mode TGV, à grande vitesse, avec un mouvement quand même d'une intensité forte sur le mois de janvier notamment. Tous les actifs risqués sont remontés très violemment. Quand vous dites l'année ne sera pas linéaire, à quoi vous pensez en termes de schéma de marché? Et qu'est-ce que ça implique en matière d'investissement pour vous?
Alors, je peux commencer par ce qui m'apparaît plus clair, en tout cas, qui peut aller plus vite dans le raisonnement. Évidemment, j'ai le postulat que la politique monétaire n'est pas une condition suffisante pour créer de l'inflation et donc pour faire baisser de l'inflation. C'est une condition nécessaire pour moi. Mais le complément vient à peu près toujours de la politique budgétaire ou de la politique au sens large. C'est valable dans toutes les grandes séquences d'inflation depuis 200 ans. Donc je lis ce que les banques centrales font, notamment la Banque centrale américaine, non pas comme une action redoutable contre l'inflation, puisque je pense que ça n'a pas d'effet, mais comme une normalisation de la politique monétaire. Ce qui fait que la normalisation étant que les taux soient au minima au niveau d'une inflation qui a dépassé les attentes, on commence à s'en rapprocher entre la baisse de l'inflation et la hausse des Fed Funds. Oui. Et donc, il manquait, avant l'événement SVB, là, avant cet événement, il manquait 25, 50, 75 points de base, peu importe. Donc, pour moi, c'était terminé. La seule chose qui pouvait rester importante, c'est une forme, ce qu'on appelle la crédibilité, donc que le banquier central dise « mais je ne vais pas forcément m'arrêter là, laisse la porte ouverte, c'est ce qui a été dit il y a 10 jours. » Mais donc pour moi, l'histoire de la hausse de taux aux États-Unis, c'est à peu près terminé. Et là où c'est simple, la bonne nouvelle, la bonne conclusion pour moi, c'est que c'est assez probablement favorable au marché obligataire. Déjà que le marché obligataire est plutôt à des prix intéressants, mais là, si on se tient à cette lecture, les achats obligataires récents, passés, on est à peu près les mêmes eaux depuis 3-4 mois, ça dépend. Là, c'est le moment d'avoir de l'obligataire. Mais je l'ai déjà dit il y a quelques temps, je le maintiens. Je suis à l'opposé de raisonnement il y a 3 ans où je disais que ça n'avait aucun sens, mais là, je pense que ça en a nécessairement. Après, sur le volet économique, mon travail sur les cycles disait deuxième semestre 2021, sommet du cycle. Ça signifie, par le cycle de Kitchin, le cycle court, que le creux suivant se situe entre le dernier trimestre 2022 et puis le premier semestre 2023. On a notre activité qui est bien comprimée aux États-Unis, même si elle n'est pas dramatique. Dans le cycle qui est devant nous, le redressement vers les 2 années de croissance, il est très lent. Donc l'année 2023 n'est pas très intéressante du point de vue économique. Elle ne va pas apporter des surprises particulières. En tout cas, ce sera médiocre. Selon les travaux que je mène et en comparant ce cycle à d'autres cycles antérieurs. Ce sera une année médiocre. Voilà, la vraie reprise commence à partir de 2024 et s'étend en 2025. Donc c'est devant nous, c'est assez loin. Ce travail, si on le relie à des analyses de cycle financier, cette fois-ci, de la bourse américaine, montre que la bourse américaine peut évoluer dans une fourchette de l'ordre de 20%. Ça peut être 20%, alors c'est sur un glissement annuel dans ces travaux. Ce qui veut dire, et ce sont les extrêmes, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un moment de faiblesse dans l'année, il peut y avoir un moment peut-être assez enthousiasmant en fin d'année, comme traditionnellement à ce stade de du cycle électoral américain. Donc je ne vois pas de risque particulier. Je vois plutôt des opportunités, je l'ai déjà signalé. Si de nouveaux replis se font voir sur la bourse américaine, je pense que ce sera intéressant et à prendre en compte. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Peut-être oui, sur la partie matière première et le lien avec les émergents, d'être quand même assez attentif dans les mois qui viennent, pas aujourd'hui, mais dans les mois qui viennent, à une reprise de la dynamique de l'économie mondiale, donc en 2024, qui va commencer à se voir vite dans les prix des matières premières. C'est-à-dire des séquences qu'on a connues il n'y a pas très longtemps, avec les produits de base qui se mettent à monter, etc. Je ne dis pas que c'est demain, mais toujours dans l'idée d'avoir, non pas un coup d'avance, mais d'être capable de voir les choses se développer, développer, de monitorer bien voilà, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec le rallye des actions européennes ? Alors, le rallye des actions européennes, c'est la surperformance de l'Europe par rapport aux USA. Bon, ça fait que maintenant plusieurs mois, on le sait qu'elle est établie, elle est inscrite, elle devrait se développer. Il est assez clair qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une inflation qui reste un petit peu solide. Alors, la lecture que j'ai sur l'inflation, c'est qu'il y en a encore pour 5 ans d'inflation élevée, avec probablement un pic d'ici 3 ans, un nouveau pic à l'image du pic qu'on vient d'avoir il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que c'est un sujet qui va rester prégnant. Dans cette logique, je ne vois pas ce qui changerait dans la force en fait, que retrouve. C'est juste par des constructions d'indices. Oui, bien sûr. Quand on a des taux longs qui baissent pendant très longtemps, la tech américaine est tellement forte que... On a des banques, et notre Eurostoxx, il reste là où il est. Et puis quand à l'inverse, la tech souffre un peu, les taux montent, que les produits de base tirent, les pétrolières, et puis les banques retrouvent des marges sympathiques avec des taux qui sont positifs déjà, et éventuellement une pontification, les marchés, la construction des indices européens fait que les marchés... voilà. Donc cette logique, si je dois raisonner sur quelques années, elle va être là. Donc
je n'ai pas tellement envie de surfer dessus en disant les États-Unis vont faire mieux pendant 3 mois, etc. Peut-être, mais d'abord, je ne le vois pas et je ne le chercherai pas. Je pense que la surperformance européenne devrait encore se développer. Donc on garde une poche cœur d'action européenne. Oui. Non, mais... Voilà, obligations, actions, c'est toujours un moment intéressant pour les actifs longs, pour moi. Je comprends. Bon, sur la logique d'investissement, déjà, quel principe de précaution s'applique à ce stade pour des clients de banque privée, Edmund, et qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de couper? Bon, déjà, nous aimons toujours les obligations d'entreprise et aux États-Unis et en Europe, notation investment grade, parce que je trouve que les rendements sont toujours attractifs, tout d'abord, pour nos clients. Première chose. Deuxième chose, je trouve que les marchés actions, surtout en Europe, restent quand même intéressants. Parce que c'est vrai qu'un moteur de l'inflation en Europe, c'est quand même les sociétés. Les profits, les marges. Voilà, c'est vrai, les marges de Nestlé, par exemple, ou Unilever, qui ont remonté leur prix moyen de 13 à 14% sur l'année glissante. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est très bien pour les profits à court terme. À long terme, je m'en doute que ça peut continuer. Plus 13, plus 14%, c'est pas ça peut être soutenable à moyen terme. Mais bon, ils ont bien profité à court terme. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés européennes, dans la consommation, mais aussi dans l'industrie, qui ont bien profité à court terme. Donc les marges de rentabilité vont être bien supérieures à la moyenne, donc très bien pour les actions à court moyen terme. Ouais, j'entends. Donc moi, nous restons optimistes sur les actions. Oui, on va être encore surpris pendant quelques trimestres, peut-être, des bons résultats des entreprises européennes. À mon avis, oui. Très bien. Donc on reste là. Et aussi pour la Chine, nous restons plutôt optimistes. On avait une explosion à la hausse à partir du mois d'octobre. Maintenant, on replie. Je pense qu'on va avoir un deuxième vent pour la Chine, pour le rebond chinois, parce que tout le monde était très excité à un moment donné. Et là, après, ils se sont dit non, ça ne va pas se passer comme ça, il faut se calmer. Enfin, je pense que le rebond économique en Chine va être impressionnant. Là aussi, c'est un réservoir de bonnes surprises macroéconomiques devant nous. Une source de bonnes surprises qui est bonne pour l'Europe, mais surtout pour la Chine. Et les actions chinoises, ils ont bien baissé entre-temps. Donc je pense qu'il y a une opportunité là-bas aussi, en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec l'exposition au marché américain ? Nous restons neutres et donc je pense qu'il faut avoir un biais plutôt value, même aux États-Unis, vers, par exemple, peut-être les grandes banques, les assureurs et même les sociétés d'énergie. On a envie de réfléchir à investir dans les grandes banques américaines, là. Ah oui, pourquoi pas. Je comprends. Elles viennent de gagner beaucoup de clients à zéro frais pour l'instant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet environnement de marché avec cette couche de complexité quand même qui s'est rajoutée depuis quelques jours? Et encore une fois, quelles sont dans ces phases-là, et je ne veux pas vous engager trop loin sur des conclusions définitives, il y a quand même peut-être des principes de précaution qui s'appliquent. Oui, déjà, quand on parle du coup d'après, oui. Quelque part, l'idée, c'était que les obligations, ça fait la première fois depuis au moins 10 ans, ont des rendements qui ne sont pas inintéressants. Et je dirais, tout concourt à ce que le pic de la hausse des taux, en tout cas des taux courts, ne soit plus très éloigné. Non. Et les événements tout récents ne font que confirmer cette vue. Ça s'est peut-être raccourci même. Voilà, donc ça veut dire que détenir les obligations aujourd'hui, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a un rendement facial qui est bon. Et puis si on a un ralentissement économique à partir de la deuxième partie de l'année qui est associé à une détente ou une espérance de détente de la Fed et de la BCE, peut-être un peu plus tard, mais qui seront déjà un peu pressés par le marché, globalement, le risque de moins-value sur des obligations d'entreprise, investment grade, me paraît assez faible. Donc, on pourrait même supposer que si les marchés actions toussent un peu, on pourrait avoir une meilleure performance des obligations que des actions à horizon 3-6 mois. Maintenant, si on se positionne un petit peu au-delà, on a effectivement en Europe, comme ça a été dit, pas mal de sociétés qui ont du pricing power. La capacité à monter les prix l'année dernière était assez impressionnante. Je dirais cette année, il faut quand même faire attention, on aura peut-être de meilleurs volumes, mais côté prix, il va falloir commencer à faire quelques efforts. Donc là, il faudra distinguer ceux qui ont du vrai pricing power et ceux qui seront peut-être obligés de baisser le prix. Là, on pense évidemment à l'automobile, enfin, quand on voit ce qui se passe chez Tesla,
Peut-être que les autres n'en feront pas tout autant, mais l'année dernière, le problème de l'automobile, c'est les prix étaient super, mais les volumes n'étaient pas là. Cette année, les volumes vont peut-être être davantage là, mais quid des prix. Donc attention, et puis ça c'est vrai à l'échelle de pas mal de sociétés. Pour autant, ça conserve à l'Europe une bonne dynamique, d'autant plus que les valorisations des sociétés européennes sont, rappelons-le, assez faibles. Avec les événements d'hier, on est à moins de 13 fois les résultats. Aux États-Unis, on est plutôt à 17-18 fois, mais tout en notant que les estimations du consensus sont assez prudentes. On anticipe des baisses de résultats au T2. Donc les multiples américains sont plus élevés, mais sur des anticipations qui sont, elles, pour le coup, peut-être plus prudentes qu'en Europe, en tout cas. Donc dans les deux cas, oui, on reste sur les actions, mais on a un intérêt pour les obligations qu'on n'avait pas depuis au moins 5 ans. Ouais. Bon, on relèvera les comptes à la fin de l'année, sur l'année calendaire, pour voir entre le monde obligataire et le monde action où on trouve les meilleures performances. Sur l'investissement dans les banques, spécifiquement parlant... Sur les banques, disons que ce qui les attirait depuis 6 mois, c'était l'idée que des taux plus élevés, donc une meilleure marge... c'est ce qu'elles réclamaient depuis des années en Europe. Des taux plus élevés. Depuis le début de l'année, une récession qui tarde à venir, ou en tout cas peut-être une résistance de l'économie qui fait que, oui, elles vont pouvoir marger sur les taux et en même temps le risque de bad debt était plus faible. Alors là, si on relit ce qui vient de se passer aux États-Unis, le problème c'est que d'un côté, les taux vont peut-être être un petit peu moins élevés, en tout cas pas forcément maintenant, mais la séquence de baisse des taux arrivera peut-être plus vite que prévu, donc ça pour les marges c'est un petit peu moins bon. Deuxièmement, face à un environnement plus anxiogène, elles vont peut-être distribuer moins de crédit, parce que là elles vont resserrer les boulons, être plus sélectives, c'est pas forcément très bon non plus. Et troisièmement, si l'économie ralentit un peu plus, ça veut dire que la question des bad loans, elle va revenir. Alors pas comme chez SVB, parce qu'on n'a pas la même régulation, mais... Ils n'ont pas repris toutes les prévisions du Covid en Europe. Non, il y a des réserves encore. Voilà, donc, on a quand même 3 facteurs. Il y a de la marge pour les 3 facteurs depuis une semaine, les 3 facteurs ne vont pas dans le bon sens pour les banques, je dirais. Alors il y a un bon rallye, elles sont encore pas chères du tout, elles rachètent leurs actions, elles ont des bons dividendes, donc ça ne veut pas dire qu'elles vont s'effondrer, mais j'ai à toute chose égale par ailleurs, je suis un petit peu moins optimiste sur les banques qu'il y a une semaine, même si tout se normalise aux US. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir, suite au prochain épisode, évidemment, avec une journée de rebond et de stabilisation sur les marchés, les grands marchés, que ce soit obligataires, avec des taux qui remontent un petit peu après la forte baisse des derniers jours, et sur les marchés actions, là aussi, un rebond qui permet notamment aux indices européens de rester dans un range technique qui était bien identifié, avec un CAC 40 qui a clôturé à 7141 points ce soir. Julien Nebenzal était avec nous, administrateur d'Advise, Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco, et Edmund Ching, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management.